Et maintenant, un très intéressant dossier animé par Donald Daudier et réalisé par Hélène Robert qui nous renseigne sur les progrès de la parapsychologie. La parapsychologie appartient à un domaine longtemps très obscur. Elle examine la télépathie, la clairvoyance, la précognition, la guérison paranormale. En somme, tous les phénomènes qui ne semblent pas être gouvernés par les lois de la nature telles que nous les connaissons. Livrée à l'imagination populaire, l'explication de ces occurrences, entre guillemets, de ces phénomènes, tend souvent vers l'occultisme. La parapsychologie, pour sa part, cherche une explication scientifique à ces phénomènes qui sortent de l'ordinaire. Les phénomènes parapsychologiques sont aujourd'hui nettement à la mode. On en parle beaucoup, un peu partout, et même au cinéma et dans certaines séries télévisées. Mais ces phénomènes sont loin d'être nouveaux. En fait, depuis le début des temps, dans toutes les civilisations, certains hommes ont semblé doués de pouvoirs spécifiques leur permettant d'accomplir des choses extraordinaires. Prédire l'avenir, les grandes catastrophes par exemple. Accomplir des exploits d'ordre physique, comme marcher sur des charbons ardents ou s'étendre sur un lit de verre brisé. Agir à distance sur la matière et même sur les organismes vivants en les guérissant. Poser des diagnostics d'ordre médical à partir d'une date de naissance. Découvrir de l'eau sous terre à l'aide de baguettes. Et retrouver des objets ou des personnes disparues. Autant de phénomènes faisant appel à des forces inexplicables par la science des différentes époques. Dans le monde occidental, le rejet de ces manifestations a été quasi catégorique, étant donné la très grande influence de l'Église, qui a été pendant longtemps le seul juge de ces cas. C'est d'ailleurs cette attitude qui explique, en bonne partie, la dimension secrète, cachée, occulte, qui a longtemps caractérisé l'étude de ces phénomènes, qui, encore aujourd'hui, posent une énigme à la psychologie, à la religion et bien sûr à la science. Et nous ne parlons pas de sciences occultes, mais plutôt de parapsychologie. La grande différence entre les deux étant que les occultistes, d'abord et avant tout, croient au phénomène et à son caractère supranaturel. Par contre, pour les parapsychologues, l'étape de la preuve de l'existence même de ces phénomènes est primordiale. Mais d'abord, qu'en pensent les sensitifs, les médiums, ceux qui, eux-mêmes, détiennent ces facultés qui semblent toujours inexplicables? Quand je travaille avec le pendule, avec les instruments, c'est pas autant le pendule qui travaille comme la petite partie qu'on a ici. Et ça se traduit comment? Vous parlez d'électricité qu'on a chacun à l'intérieur de nous, etc. Oui, correct, mais ça se produit par le subconscient et puis la force de volonté puis la force de concentration. Est-ce que ça peut s'enseigner? Est-ce que vous pourriez m'enseigner, par exemple, dans l'anesthésie? Je pourrais vous aider beaucoup si vous avez la constitution et les aptitudes pour ça. Pourquoi vous dites pas le don? C'est pas un don au départ? Ben, au départ, le mot don, là, c'est un grand mot. Je prétends que le Saint-Esprit donne ça au monde important, non pas à moi. Well, how do you do it? Mais comment faites-vous? C'est ça la question. I think it's a question most people would ask. How do you do it? I don't know. Je crois que c'est la question que la plupart des gens se posent. Je ne sais pas, il m'est impossible de le dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une sorte de liaison avec l'univers. Je vis souvent dans ce que j'appellerais l'unicité de l'univers. Et par cela, je veux dire que je ne vois pas de parties, je vois des tout. Vous savez, une totalité. I see wholes, totality. And Et beaucoup de gens m'ont demandé s'il m'était difficile de vivre dans cet univers. Je leur réponds que je vis dans deux mondes absurdes, que ça revient à ça. Mais je ne suis jamais malheureux. Je peux passer d'un monde à l'autre ou d'une dimension à l'autre. C'est des images. C'est pas explicable. Hein? J'ai essayé, quelqu'un voulait que j'y monte à faire ça, mais c'est pas facile. Vous savez, toute chose à prix naturel, je sais pas si vous appelez ça un don ou comment vous appelleriez ça, vous, mais en tout cas, moi, c'est ça. Est-ce que vous considérez que vous avez un don? Bien, j'imagine que je dois avoir un don. Je dois avoir quelque chose de pas normal. Si moi, je vois quelque chose, si vous voyez rien, ça veut dire, ça, dans tout ça. Mais c'est typique pour le travail des médiums. Le médium ne sait pas
comment il est fait, n'est-ce pas? Il pense, alors... Puis il exerce cette influence et sans savoir comment. Voor mij is dat paranormale normaal. Pour moi, paranormal est normal. Het is dus niet dat ik trots mag gaan dat ik paragnost ben. Je ne suis pas fier que je suis paragnostique. Dat is een gave Gods. C'est un don qui vient de Dieu. Maar ik ben blij dat ik het mag doen. Mais je suis très content qu'on me consente de le faire. En die blijdschap die maakt Et c'est une dat ik dag en joie nacht werk. qui m'inspire de travailler nuit et jour. Je crois que le psy est un potentiel humain universel que nous avons à la naissance. On ne peut le prouver avec nos connaissances actuelles parce qu'on n'a pas testé suffisamment de gens. Mais ce qui essentiellement me porte à croire que nous avons tous cette faculté psy, à part la théorie, c'est simplement le fait que les gens qui sont passablement sensitifs ne semblent pas différents des gens ordinaires en aucune manière. Ils semblent plutôt être un échantillon représentatif d'une population normale. Pourquoi alors ne prenons-nous pas conscience de ce potentiel? Pourquoi ne pas l'exploiter, l'utiliser? La plupart d'entre nous n'essaient même pas de l'utiliser ou de l'exploiter parce qu'on nous a dit il y a longtemps que cela était impossible. Et si vous croyez qu'il est impossible de faire une certaine chose, vous n'essayerez pas. Et puis il faut bien se dire aussi que les faits étudiés par la parapsychologie ne sont pas, dans notre vie courante, les faits les plus marquants. Non, ce sont des faits exceptionnels. Paranormaux, d'ailleurs, c'est le terme qu'on leur a. Oui, j'aime pas ce terme paranormaux. Mais enfin, soit, si vous l'aimez, prenez-le. Disons que quand vous devez traverser la rue ou prendre votre ticket de métro, il vaut mieux faire attention à vos yeux, à vos oreilles, que d'essayer de percevoir par perception extrasensorielle si une voiture vient ou ne vient pas, et si vous avez la monnaie ou s'il faut faire la file. Donc ce ne sont pas des événements qui interviennent d'une manière dominante dans notre vie. Donc pour qu'on les intègre, si une culture ne les intègre pas dès le jeune âge, il faut vraiment qu'on vienne prouver aux gens qu'ils existent. Alors, qu'est-ce qui va prouver cela? Puisque ce n'est pas le tous les jours, ce sera le fait exceptionnel, le fait sensationnel, la perception télépathique de crise. Brusquement, à un moment, vous avez la conviction que telle chose se passe et ça y est, vous êtes pris. Mais la routine continue. Et au bout de quelques mois, vous oubliez l'événement sensationnel qui retombe un petit peu dans le fond obscur de vos souvenirs. Je travaille sur une carte, je travaille sur un plan. Je fais le plan de la propriété, je trouve tous les courants d'eau, je localise tous les courants d'eau. Ensuite, je cherche le courant. La routine des uns n'est évidemment pas celle des autres. Un cas type, le sourcier. Pour lui, la routine, c'est de trouver de l'eau. Il n'existe aucune méthode scientifique sûre pour accomplir cette mission. Et les forages effectués par les experts s'avèrent souvent décevants. Et pourtant, les bons sourciers ont très peu d'échecs et sont très en demande. Certains vont même trouver le filon d'eau sur une carte du terrain. Et, dans ce cas, le résultat est nettement tangible. Je vais vous donner une démonstration. Mais ça, c'est un courant d'eau qui passe au milieu du champ d'avoine qu'on verra plus tard. Regardez Thierry Bayette. Ce courant d'eau-là, c'est un courant d'eau de 4,5 pieds de large. Ce courant-là, pareil, c'est un courant de 4,5 pieds, peut-être un peu plus. Regardez bien Bayette, le sens qui tourne, c'est le sens que le courant coule. Tiens, c'est le courant qui fait marcher Bayette. Quand il donne un coup en bas, là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau. Celui-là coule du nord au sud. Celui-là coule de l'est à l'ouest. La qualité de l'eau, est-ce qu'elle est potable? La qualité de l'eau, je ne suis pas le laboratoire. Mais j'ai 10 pendules avec moi, là, à ma disposition. Des pendules à couvert vissé qu'on met le témoin qu'on a besoin là-dedans. Suivant le balancement de mon pendule, celui-là, l'eau est extra.
Quand il y a beaucoup de bactéries, le pendule balance, et même à sauter fait de bout. Ça, là, dans ce temps-là, on fait une croix, on condamne ça, on va pas là. Puis celui qui sera assez audacieux pour aller passer quand mon pendule condamne un courant d'eau, il y aura à s'en repentir. Les deux arbres indiqués sur le plan sont juste là. Nous sommes face au nord et à l'endroit indiqué par les travaux de M. Adam, on a creusé. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a trouvé jusqu'ici? Quand on a trouvé jusqu'ici, on est rendu environ 100 pieds, puis on a 400-450 gallons d'eau à l'heure, 24 heures par jour, 365 jours par année. Hoe hebt u dit gedaan gisteren, dat geval van dat verdronken? Trouver de l'eau et pourquoi pas des personnes disparues. À ce propos, une coïncidence. Le jour même où nous avons rencontré le sensitif Gérard Croizette à Utrecht, en Hollande, le journal local rapporte à la une la découverte du corps d'un jeune garçon noyé. Quelques jours auparavant, en désespoir de cause, les parents avaient contacté Gérard Croizette qui leur avait alors indiqué au téléphone l'endroit où devaient porter les recherches. Et c'est effectivement là que le corps a été découvert. Comment Gérard Croizette peut-il savoir? Ik zeg, ik zie het toch, dat is direct erop. Immédiatement. Begint een zware film te draaien. Immédiatement, dans ma tête, se déroule une film. Maar een fragmentarische film. Un film en fragments. En dan moet ik oppassen dat ik geen verhaal ervan ga maken. Et je dois faire attention que je ne fais pas une histoire. Parce qu'avec ces fragments, je dois être très prudent de ne pas inventer des choses. Het is hetzelfde als u naar de bioscoop toe gaat. C'est la même chose quand vous iriez dans un cinéma. En u ziet daar een stuk film. Et vous ferez un fragment d'une film. En u moet zich even verwijderen. Et quelqu'un vous cherche, vous quittez la salle. En u et vous retournerez. Ja, en dat doe je 3 keer. Et quand on le fait 3 fois, c'est la même chose, c'est le même effect. Dan ben je dus verband van de film ben je kwijt. So, on ne voit pas toute la film, on voit que des fragments. En er is een mens geneigd om daar een geheel van te maken. Et c'est naturellement naturel qu'on s'imagine toute une histoire, mais il ne faut pas le faire. En daar komen de fouten van. Et quand on invente trop de la film qu'on n'a pas vu, on fait des erreurs. En serrant la main de quelqu'un, j'étais capable de poser des diagnostics d'ordre médical de façon très précise. Les corps policiers de partout dans le monde ont eu recours à moi pour les aider dans leurs enquêtes de meurtre. On me faisait toucher l'objet ayant appartenu à une personne morte et je pouvais reconstituer, revivre les moments entourant la mort de cette personne et en faire un dessin pour les aider dans leurs recherches. C'est ce qu'on appelle de la psychométrie. Est-ce ainsi que ça s'est passé dans le cas du fils de Sam? Je ne peux pas parler de cela. Mais vous avez joué un rôle dans cette affaire. Je ne peux rien dire. Vous ne pouvez pas le dire. C'est étrange parce que nous parlons là d'une utilisation très spécifique. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Je peux parler des cas de meurtre que les policiers eux-mêmes ont finalement résolus. En d'autres mots, c'est un dossier ouvert, n'est-ce pas? Resolved the cases. In other words, it's an open case. All right. Je suis soumis au silence jusqu'à ce que la police en parle à cause de la nature de mon travail. Si je parlais à droite et à gauche de tous les cas sur lesquels je travaille, alors il est certain que la police ou le FBI ou la Gendarmerie royale du Canada ou qui que ce soit d'autre ne s'intéresserait plus à Alex Stanous. Je ne recherche pas la publicité. Cela revêt un caractère tacite et tranquille. Si vous me posez la question à savoir si j'ai été impliqué dans des enquêtes de meurtre, si j'ai résolu des cas de meurtre pour la police et pour le FBI, ou si j'ai collaboré avec la police canadienne, la réponse à chacune des 3 questions est oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'application pratique des phénomènes psy, des phénomènes psy, et à la base d'une recherche scientifique, nous disons soyez prudents,
C'est extrêmement difficile de les appliquer pratiquement parce que aucun sensitif, aucun médium ne peut discerner entre de pures imaginations, de pure fantaisie et d'impressions qui correspondent à quelque chose de réel. Faites attention si quelqu'un vous donne un vin, que ça soit bien un vin, que ça soit pas la moitié d'un vin. Par exemple, quelqu'un veut savoir d'un sensitif qui a volé mon argent. Le sensitif décrit une personne exactement et le client dit « Ah, c'est ce que j'ai toujours cru, c'est tel ou tel, mais c'est une erreur. » Qu'est-ce que le sensitif a fait? Il a tapé, pour ainsi dire, la suspicion du client et pas la réalité, n'est-ce pas? Le client, inconsciemment, lui a transmis télépathiquement L'information. Oui, une information qui était fausse. C'est ça le très grand danger. Brassez-les, là, puis séparez-les en deux de la main gauche. Venez-vous-en vers moi. Vous n'avez pas l'impression que ce ne sont pas tellement les cartes qui parlent comme l'interaction entre vous et la personne? Une sorte de télépathie? Oui, ça se peut que ça soit une sorte de télépathie, mais disons que les cartes, ça ne fait pas de tort qu'elles soient là. C'est pas une affaire dommageable. Mais quand même, ça se peut que ça soit ça aussi. Mais vous êtes une voyante en même temps. Ça se peut que j'aille ça, là, mais là, moi, je ne m'avancerai pas à le dire. Il faudrait que ça serait d'autres. Télépathie, voyance, ça y est, les mots sont lancés. Mais comment s'y retrouver dans tout ça? Les parapsychologues ont regroupé tous ces phénomènes en deux grandes catégories. D'un côté, ce qui se passe uniquement au niveau de l'esprit, de la pensée. De l'autre, l'action de la pensée sur la matière. Les phénomènes d'ordre mental, au niveau de la pensée donc, sont appelés perceptions extrasensorielles. On y retrouve essentiellement la télépathie, la clairvoyance et la précognition. La télépathie, c'est la transmission de pensées entre deux personnes ou plus. La clairvoyance se produit lorsqu'un individu a conscience, sans contact sensoriel, d'un événement se déroulant ailleurs au même moment. Quant à la précognition, c'est une sorte de clairvoyance dans le futur, dans un événement qui ne peut être provoqué par le sensitif et avec lequel il ne peut en aucune manière inférer. Aujourd'hui, le médium le plus doué que je connaisse en Europe, c'est le Hollandais Gérard Croizet. Gérard Croizet, qui est guérisseur d'ailleurs, qui a démontré la précognition dans une expérience stupéfiante. Il prédit la personne qui va s'asseoir dans une démonstration future sur une chaise choisie par un lot. Il décrit l'extérieur de la personne et décrit de petits phénomènes affectifs qui sont peut-être qui aident à l'identifier. J'ai fait cette expérience trentaine de fois avec lui, avec des résultats vraiment stupéfiants, et c'est Croizet qui m'a, comment dirais-je, persuadé que la précognition existe. Alors, Monsieur Croizet, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, est-ce qu'immédiatement vous voyez des choses qu'une personne normale ne verrait pas? Gelukkig niet. Heureusement pas. Want stel je eens voor dat ik van iedereen tussen mijn paranormaal vermogen moest instellen. Imaginez-vous que je userais mon don parapsychologique avec tout le monde que je rencontre. Maar binnen een half uur wat gek. Dans une demi-heure, je deviens fou quand je le fais avec tout le monde. Quand je le ferai avec tout le monde. Er moet een sociale achtergrond achter zitten. Il doit être un but social. En dan speciaal een ontwrichting van de sociale achtergrond. Et préférément une cause déharmonisante que je dois travailler pour harmoniser. There is no time. Le temps n'existe pas. 30 days, a year, in... Je peux vivre 30 jours, une année peut-être, en 5 minutes. Vous voyez, je ne fais qu'un avec l'univers lorsque cela se produit. Alors je vois tout d'un seul coup d'œil.
L'action de la pensée sur la matière, cette autre partie de la parapsychologie, a reçu le nom de psychokinésie. L'exemple le mieux connu et le plus récent est celui du pliage de métaux qui a été popularisé par Uri Geller en 1973. En frottant un ustensile par exemple avec un ou plusieurs doigts, le métal pliait de façon paranormale et parfois même, dans certains cas, il se fracturait. Il est possible que vous ayez même pu observer Uri Geller à l'œuvre à la télévision lors de son passage à Montréal. Geller aurait toutefois été pris à tricher à quelques occasions. Je vais vous dire ce que j'ai vécu, moi, en Allemagne, à l'arrivée d'Uri Geller en 1974. Vraiment, c'était presque l'hystérie collective. Tout le monde parlait de Geller. Tout se tordait en Allemagne, c'était à cause d'Uri Geller. Les lumières s'éteignaient, même au Bundestag. Eh bien, c'était Uri Geller. Alors, Uri Geller avait fait une démonstration à la télévision, avait demandé aux téléspectateurs de faire comme lui, c'est-à-dire de se prêter à un jeu, de tordre, de caresser des cuillères, ou bien d'apporter leur vieille montre qui ne fonctionnait plus. Et il a demandé à ce moment-là de se prêter à ce jeu-là, et il y a eu des milliers d'appels qui ont été faits à la télévision, à la 2e chaîne. Et là, il se pourrait très bien qu'Uri Geller soit un charlatan ou un prestidigitateur. Un charlatan dans le sens que ce soit un bon prestidigitateur qui prétende déclencher ces phénomènes-là par psychokinésie. En supposant qu'il soit un charlatan, ce qui est fort possible, puisqu'on rapporte l'avoir déjà pris à frauder, eh bien, il y a des phénomènes qui, sur le terrain, ont été constatés et vérifiés par l'équipe de Bender et en Angleterre par l'équipe de Taylor et Hasted. Constaté que chez des jeunes personnes fascinées par la présence d'Uri Geller se sont mis eux-mêmes, dans un court temps, se sont mis eux-mêmes à reproduire l'effet Geller. On les a appelés les apprentis de Geller ou les mini-Geller. Donc, il est intéressant de constater que même si le médium ou le sensitif en question est charlatan, il peut, par la fascination qu'il exerce, déclencher des phénomènes authentiques chez d'autres gens. Psychokinesis, we shouldn't really use. La psychokinésie, nous ne devrions pas employer un mot si compliqué pour désigner quelque chose qui est pourtant très simple. Ce concept englobe les déplacements d'objets que la physique ne peut encore expliquer. Bien sûr, il faut qu'un physicien essaie d'expliquer ce qui se produit. Y a-t-il un aimant, une force électrique ou gravitationnelle, ou quelque autre type de force qui agisse à distance? Mais si nous ne trouvons rien et que pourtant quelque chose bouge, eh bien, il s'agit de psychokinésie. Let me give you an example. Underneath this dome, this here. Sous ce dôme, il y a un fil et une allumette qui vont se balancer pendant un certain temps. Maintenant, est-ce qu'une personne peut vraiment, en y pensant très fort, en se concentrant, faire tourner cette allumette? Si elle réussit, et j'ai vu 2 ou 3 personnes dans le monde qui le peuvent, alors c'est ce que nous appelons de la psychokinésie, déplacer quelque chose. Bien, nous ne savons pas si c'est par la force de la pensée. Mais l'idée que c'est une personne qui va produire l'effet. Il ne se produira rien s'il n'y a personne. Je ne peux pas le faire et vous ne pouvez pas le faire. Mais j'ai vu quelques rares personnes réussir et je suis convaincu qu'elles le font sans trucage, sans aimant caché ou quoi que ce soit que vous puissiez imaginer. Pourquoi avez-vous abandonné la psychokinésie? Je n'ai pas abandonné la psychokinésie. J'y recours encore. J'ai simplement modifié mon orientation. Au départ, j'ai beaucoup travaillé sur des choses d'ordre physique, comme plier du métal, influencer des circuits électriques et faire bouger des aiguilles de boussole. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai cessé cela. D'abord et avant tout parce qu'aucune de ces choses ne semblait avoir d'application positive. Elles étaient inutiles. Elles sont très intéressantes, mais n'ont pas d'utilité. L'autre raison, c'est que puisque je pliais du métal, j'étais continuellement comparé à Uri Geller. Les gens disaient de moi, il n'est qu'un autre Uri Geller, qu'un autre tricheur, qu'un magicien ou quoi que ce soit d'autre. Alors ce sont là quelques-unes des raisons qui m'ont fait abandonner. Mais surtout, c'est parce que je sentais que ces choses n'étaient pas très utiles.
Plusieurs des phénomènes étudiés par les parapsychologues ressemblent, à s'y méprendre, à certains tours de magie. Il y a en effet plusieurs trucages possibles. Prenons l'exemple du pliage de métal. Une des fraudes les plus sophistiquées consisterait à utiliser un alliage spécial, le nitinol, composé à 55% de nickel et à 45% de titane. Le nitinol a une caractéristique bien spéciale, une sorte de mémoire thermomécanique qui fait qu'il va reprendre sa forme initiale passé une certaine température critique. Il suffit donc de déformer une barre de nitinol, de la refroidir dans cette forme juste avant une séance de démonstration devant témoins, et alors, au moment voulu, par simple manipulation de la barre, elle va se réchauffer et reprendra ensuite d'elle-même sa forme initiale. La prestidigitation, la fraude sont donc possibles. Pour étudier à fond le phénomène, le parapsychologue doit donc l'observer en laboratoire en le soumettant au processus rigoureux de l'expérimentation. Dans plusieurs de ces laboratoires, on retrouve du matériel électronique des plus sophistiqués. Mais peut-on pour autant conclure que la parapsychologie est une science? La parapsychologie, c'est une science, d'ailleurs c'est contesté, n'est-ce pas? C'est pas ça. Ça dépend de comment est-ce que vous comment définir l'approche scientifique. Si vous exigez d'une approche scientifique qu'une expérience peut être répétée à volonté, la parapsychologie n'est pas une science, parce que c'est pas possible. Mais cette demande de répéter à volonté, c'est pas justifié. I've been a student of the history of psychical research since it began in 1882. J'ai étudié l'histoire de la recherche psychique depuis ses tout débuts, en 1882. On a recueilli des milliers de récits qui semblaient venir de sources authentiques et fiables. They collected thousands of them. And when they sifted through them and went back and tried to study them, they En found les analysant, on s'est rendu compte que 95 à 98% des cas étudiés avec soin se sont révélés de causes tout à fait normales. I think the tendency is to say that about 95 to 98% of all reported cases, when investigated thoroughly, turn out to have a normal explanation. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de paranormal? See, even the parapsychologists are very, Même les parapsychologues sont très partagés. Il y a deux points de vue. Pour quelques-uns, et je suis plutôt de leur avis, le paranormal est synonyme d'ignorance. Et lorsque nous comprendrons ce qui se passe, cela ne sera plus du tout paranormal, mais bien normal. Pour d'autres, comme Ryan et la majorité des parapsychologues, le paranormal signifie isoler quelque chose qui sera toujours hors de portée des explications fournies par la science normale. Si la parapsychologie est peut-être pas une science, mais en tout cas utilise des méthodes scientifiques, pour quelle raison est-ce qu'elle est si difficile d'acceptation dans la communauté scientifique? Oui, parce que il n'y a pas de théorie. Les phénomènes que nous avons documentés, il n'y a aucun doute. La clairvoyance, la perception extrasensorielle existe aussi bien que la psychokinésie, c'est-à-dire l'influence directe de la psyché sur la matière. Mais on ne peut pas encore expliquer. On ne peut pas faire entrer ces phénomènes dans le cadre des lois acceptées de la nature. C'est ça qui rend l'acceptation si difficile. Et une autre cause que d'ailleurs j'ai déjà mentionnée, c'est que les phénomènes ne peuvent pas être répétés à volonté. Oh, qu'est-ce que vous entendez par science? Est-ce que vous allez définir science par un corpus de faits prouvés? Alors la parapsychologie est un corpus de faits prouvés, ça va. On parle de théorie aussi. Alors si vous parlez, j'y arrive à vos théories, si vous parlez de technique, alors je peux vous dire, oui, la parapsychologie entre dans la science parce que déjà depuis environ 50 à 100 ans, pas plus, mais depuis 50 à 100 ans, on utilise des techniques scientifiques. Si vous parlez de science uniquement dans la mesure où il y a et les faits, et les techniques, et les théories, des théories valables, explicatives et suffisantes, alors je vous dirais, la parapsychologie, comme la psychologie d'ailleurs, est une science en train de se créer. Vous connaissez, vous, une théorie psychologique qui explique tout le comportement? Pas du tout. Je suis obligé de dire à mes étudiants qu'il y a des écoles
du comportement behavioriste, des écoles psychanalytiques, tout ça, ça se complète. Il n'y a pas une théorie unitaire en parapsychologie non plus. Les premières expériences de laboratoire en parapsychologie remontent à la fin du 19e siècle, lors de la fondation de la Society for Psychical Research en Angleterre. Les séances spirites et la télépathie en ont été les principaux sujets d'étude. Aux États-Unis, le pionnier a été le psychologue Joseph Banks Rhine, qui, à l'université Duke de la Caroline du Nord, à l'aide de ses cartes de Zener comprenant 5 symboles, a donné une base statistique à la précognition et aussi à la psychokinésie en utilisant des mécanismes pour le lancement de dés à jouer. La télépathie a également fait l'objet de nombreuses expériences, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. En bref, pour la recherche, plusieurs avenues semblent possibles et la perception extrasensorielle constitue toujours une énigme. When you look at the spontaneous or anecdotal accounts, lorsqu'on examine les expériences psychiques spontanées ou anecdotiques telles que vécues, il ressort que 2 fois sur 3, elles surviennent pendant le sommeil ou le rêve. Cette observation a été le point de départ de la recherche sur la perception extrasensorielle pendant le sommeil. This was the initial impetus for looking at extrasensory perception during the dream phase of sleep. Now, after a lengthy 10-year series of experiments on EFT, Après 10 longues années de travaux dans ce domaine, le phénomène a été confirmé et alors nous avons commencé à nous demander pour quelles raisons cet état de sommeil favorisait la perception extrasensorielle. why is it that ESP psychic process seems to favor the dream state? So we began to explore other traditional techniques of... Alors nous avons entrepris une exploration des autres techniques permettant d'atteindre des états non ordinaires de conscience, en particulier la méditation et l'hypnose. Et comme dans les cas du rêve, ces états de conscience semblent favoriser l'aptitude à la perception extrasensorielle chez les personnes normales. to produce significant ESP effects. L'électroencéphalographe a montré que au moment où des ondes alpha, c'est-à-dire des ondes de 8 à 12 cycles par seconde, qui correspondent banalement chez tout le monde, chez vous, chez moi, chez tout le monde, à un état de détente. Quand ces ondes alpha sont homogènes, existent un petit peu dans tout le cerveau, sans réelles bouffées comme on les voit chez vous et chez moi, mais sont réellement constantes. Il y a des phénomènes psy qui apparaissent. Mais ce qui est gênant là-dedans, c'est qu'on a toujours dit que ces ondes alpha correspondaient à un état de repos du cerveau. Alors pourquoi les phénomènes psy apparaissent-ils au moment du repos du cerveau? C'est comme si les phénomènes psy se détachaient du cerveau, ne pouvaient exister que dans la mesure où l'aspect matériel du cerveau était au repos ou quasi inexistant. C'est tout un problème. Pour étudier la perception extrasensorielle chez un sujet moyen, on a maintenant recours à une technique récente de privation sensorielle, le Ganzfeld. Puisque nous parlons de perception extrasensorielle, cette technique vise justement à tromper la vigilance des 2 principaux sens d'observation, la vue et l'ouïe. Les psychologues ont en effet déjà démontré qu'un stimuli faible, uniforme et constant pouvait, lorsqu'il était bien dosé, jouer au niveau de ces 2 sens le même rôle qu'une absence totale de stimulation. Pour la vue, il suffira de 2 demi-balles de ping-pong et d'un éclairage rougeâtre. Pour l'ouïe, du bruit blanc, c'est-à-dire un mélange de sons couvrant uniformément tout le spectre audible. Suivons le déroulement d'une expérience. Nous sommes à New York avec l'équipe de Charles O'Norton. Le sujet, le récepteur, Braha. Préparée pour le Ganzfeld, elle est confortablement installée dans une cage de Faraday. Il faut en effet favoriser la détente. Entre-temps, à l'aide de l'ordinateur, une image cible a été choisie au hasard parmi plus de 1000 possibilités. Cette image cible est remise à une autre personne, en l'occurrence Charles O'Norton, qui va s'isoler dans une autre pièce et se concentrer sur cette diapositive. Around the left side, almost in the bottom or in the middle, were some kinds of
Mouth open. Une fois complètement détendu, Braha doit faire part à haute voix de ses impressions, en quelque sorte penser tout haut. Ces impressions sont enregistrées et notées. Some kind of a pattern, very little pattern. Just for 1 second, I had some kind of a design like an aeroplane. Okay, well, you gotta make your mind up sometime, sweetheart. Okay. What are you gonna do? Oh, let me see. Après la transmission télépathique, on lui fait entendre son commentaire, et ce alors qu'elle visionne 4 diapositives, toutes choisies au hasard, parmi lesquelles, bien sûr, on retrouve la diapositive cible. Davis, it sounds very, it looks like a good target, you know, I feel very much close to it. Okay, let's find out what the target is. Yes. So? So, what was your choice? Davis. That's it? That's, Oh, this is the part I like. Le jour du tournage, tout a bien fonctionné. Mais ce n'est cependant pas toujours le cas, loin de là. Seule une compilation stricte et une analyse statistique vont permettre de conclure en faveur ou non de la perception extrasensorielle. I just hope to hear it every day like that. I think a much more basic Je crois qu'il nous faudra davantage de connaissances de base en neurophysiologie, en psychologie et en physique avant de pouvoir comprendre ces phénomènes de façon satisfaisante. Plusieurs équipes de chercheurs tentent présentement d'établir l'authenticité du phénomène appelé vision à distance ou remote viewing. À l'Université de Californie, au campus de Berkeley à San Francisco, Elizabeth Archer a établi un protocole expérimental dans lequel un groupe se rend à une heure précise à un endroit déterminé au hasard, et ce dans un rayon de 20 milles de San Francisco. Le sujet, qui lui peut être au laboratoire, au travail ou à la maison, doit à cette même heure noter ses impressions. Souvent, le sujet va s'aider d'un dessin. Une de ces expériences ayant réussi a porté sur une grande distance. Le sujet se trouvait alors dans l'État de l'Alabama, au sud-est des États-Unis. La cible choisie était un passage souterrain pour piétons près du campus universitaire de San Francisco. Dans ce cas, les impressions du sujet furent à ce point précises qu'il nomma l'endroit exact ayant servi de cible expérimentale. Elizabeth Archer, physicienne théoricienne, a émis l'hypothèse de l'existence de 4 dimensions imaginaires correspondant aux 4 dimensions connues de l'espace tridimensionnel et du temps. And what I've done is to introduce Je vous donne un exemple. Supposez que vous vivez dans un monde bidimensionnel, un monde plat, sans relief, comme le dessus d'une table, et qu'il y a une boîte sur cette table, et que dans cette boîte, il y a une cible. Vous êtes un habitant de ce monde plat. Vous devez ramper sur cette table, mais vous ne pouvez ni vous lever ni sauter. Mais alors, imaginez que vous possédez une autre dimension qui vous permette de sauter psychiquement. Donc, vous pouvez voir ce qu'il y a dans cette boîte et en faire la description à tous les autres habitants du monde plat. Ces gens crieront au miracle et vous demanderont comment vous avez fait. Eh bien, ma conscience a eu accès aux espaces extradimensionnels, ce qui ne veut pas dire que mon corps doit suivre. C'est ce que nous étudions. And so that's the kind of description we're looking at. It is true that if you look at what's now going on in Il est vrai qu'en physique théorique, surtout au niveau des particules, toutes sortes de choses bizarres se produisent. Le temps recule, la causalité n'est pas clairement définie, et pour revenir à la mécanique quantique, elle semble hors contexte jusqu'à un certain point. picture to some extent, at least at some levels. But many physicists tell me that the extrapolation of Mais plusieurs physiciens m'affirment qu'on ne peut extrapoler ces équations, ces théories de physique quantique, dans le domaine de la perception extrasensorielle et du paranormal, que cette extension de la physique est injustifiée. Alors que d'autres physiciens croient le contraire et prennent plaisir à extensionner leurs équations au-delà du phénomène auquel elles se réfèrent, la chambre à bulles ou ce qui se passe dans leur cyclotron. work in their cyclotrons. Dans la vision à distance, l'information est-elle transmise par télépathie ou le sujet voit-il vraiment à distance? Plusieurs sensitifs affirment pouvoir non seulement voir à distance,
mais aussi pouvoir en quelque sorte déléguer une partie de leur conscience qui va se détacher de leur corps physique et se déplacer dans l'espace et dans le temps. C'est un phénomène qu'on a appelé hors-corps. Un phénomène, il faut l'avouer, difficile à étudier au laboratoire. Le problème consiste en effet à faire la preuve d'une part de la décorporation du sujet et d'autre part de sa présence là où il prétend être. So I'm ready to go. I'll start now. À New York, le docteur Carlos Osis a imaginé un dispositif expérimental. Le médium, en l'occurrence Alex Tanous, est isolé dans une cage de Faraday et on enregistre ses fonctions physiologiques, température, sudation, rythme cardiaque, activité cérébrale, musculaire, etc. On tente donc, de ce côté, de vérifier si quelque chose se passe au niveau du sensitif lorsqu'il prétend être en hors-corps. D'autre part, dans la pièce où il doit se rendre, dans cet état, pièce qui sise sur le même étage, on a installé un dispositif spécial comportant plusieurs cibles et aussi une illusion optique qui n'est perceptible que de l'intérieur d'une petite cage placée devant l'ouverture du système. Alex Tanous II, comme il l'appelle, doit donc entrer en hors-corps dans cette cage pour observer l'illusion optique. De plus, cette cage a été suspendue à l'aide de bandes élastiques afin de minimiser les vibrations ambiantes. On a aussi installé à l'intérieur des senseurs dans le but de déceler la présence hypothétique d'Alex II. Okay, Alex 2 is in the box. Trial number 2, ready for you. Take a good look. Lower, left hand, green, bird. Mais ici, au laboratoire, il n'y a pas eu de preuve tangible d'une présence. Nous n'avons pas pu photographier cette présence. 2 de mes assistants ont vu des apparitions de hors-corps. Bonnie, 2 fois, Donna, 1 fois, moi pas. C'est une forme de nuage, une nuée bleue, et Donna a vu un peu de gris. Mais ils étaient très différents de ce qu'elles ont vu. À une occasion, une nuée bleue fut aperçue par 2 personnes dans le laboratoire. On parle souvent de dons ou de pouvoirs spéciaux pour expliquer l'action des médiums, des sensitifs. Mais en fait, cela n'explique rien du tout. Certains chercheurs, se basant sur leurs travaux en perception extrasensorielle, ont avancé une hypothèse selon laquelle chacun de nous aurait en lui ce potentiel qu'il pourrait développer. Cette faculté dite psy ferait même partie de notre instinct. On parle alors d'entraînement, de développement des facultés psy. Il me paraît difficile de parler de développement des capacités psy. On en parle beaucoup, tous les mind control, tous les associations de contrôle mental qui prétendent justement faire développer le psy, comme on apprend l'allemand sans peine, sans larmes, eh bien, c'est faux, cette façon de voir. Le psy est aléatoire, le psy est non fiable, il ne peut pas se manifester quand on le veut et comme on le veut. Et de là prétendre à dire aux gens qui peuvent le développer de façon infaillible, c'est absolument faux. Tous les parapsychologues sérieux le diront. Évidemment, les recherches sur la perception extrasensorielle en laboratoire sont difficiles. La pensée, c'est en fait une notion. C'est quelque chose de mal défini qu'on ne peut pas palper. Par contre, lorsqu'on travaille sur la matière, comme par exemple des barres de métal qui plient de façon anormale, on touche du solide. On peut mesurer, on peut quantifier. Nous travaillons ensemble avec des physiciens. C'est un travail interdisciplinaire. Ça ne regarde pas seulement les psychologues, ça regarde les physiciens aussi bien, et plus tôt encore. La théorie, l'hypothèse, c'est actuellement que très probablement le sensitif n'émet pas une espèce d'énergie, mais il donne à la matière, à la cuillère, à la fourchette, une information, énigmatique d'ailleurs, et que cette information transforme le comportement probabilistique des molécules, de façon que l'énergie vient de l'objet et pas du sensitif. Naturellement, c'est une sorte de relais. Oui, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, tout, comment dirais-je, en contradiction avec la conception cartésienne du monde, n'est-ce pas, où la matière et l'esprit
c'est tout à fait deux entités séparées. Si cette hypothèse peut être vérifiée, ça montrerait une affinité étroite de la psyché et la matière, une toute autre conception du monde. Vous entreprenez une autre série d'expériences, cette fois avec Matthew Manning. Oui, d'autres séries d'expériences, et entre autres avec Matthew Manning et Gérard Croisette d'ailleurs. Ce qui m'intéresse avec Matthew Manning, c'est de refaire certaines expériences, mais mieux organisées, certaines expériences que j'avais faites avec lui au mois de juin passé à Paris, où il était parvenu à influencer des réactions physiologiques d'une série de sujets, mais pas tous à la fois. Un sujet choisi alors que le sujet ne le savait pas. Oui, de telle sorte que ce que nous allons faire dans le laboratoire, c'est utiliser deux sujets, et Matthew Manning sera dans une autre pièce, et il influencera au hasard déterminé par l'ordinateur, si vous voulez, un sujet à tel moment donné. Et on verra dans quelle mesure l'électroencéphalogramme et le reste se modifiera. Je m'intéresse spécialement en ce moment à de probables effets psychokinétiques dans la guérison. J'ai fait avec Jean-Pierre Girard, le médium parisien, des expériences pilotes pour savoir s'il peut exercer une influence sur des organismes. Et il a réussi de tuer des bactéries coli dans un tube. C'est un résultat extrêmement intéressant parce que si on remplace les bactéries par un tissu pathologique, un tissu de cancer, s'il réussit de tuer des cellules pathologiques, alors ça ouvre des horizons extrêmement intéressants pour la guérison du fléau cancer. Mais qu'est-ce que vous aviez demandé à Girard précisément à ce Précisément, n'est-ce pas, je lui ai donné un tube avec un liquide où se trouvaient des bactéries coli. Alors je lui dis, écoutez, influencez ces bactéries de façon que ils ne croissent plus. C'est pas si on les... Comment est-ce que vous appelez cette... Les milieux de culture, oui, c'est ça. Et en nous avons répété 5 fois, en 2 fois, il a réussi, les bactéries coli n'ont plus montré de croissance. Alors il les a tuées. I actually started to experiment with very small things. J'ai entrepris mes expériences avec des tout petits objets. Nous utilisons des lames de microscope électronique. Ce sont des petits morceaux de métal qui ont peut-être 2 mm de section et que l'on peut identifier facilement au microscope électronique. Because we can put them back under the electron microscope, and we were looking at the structure of the metal. And one day, we found that... Et un jour que nous observions la structure du métal, nous nous sommes aperçus qu'une de ces lames avait disparu de la capsule dans laquelle nous l'avons mise. Une capsule scellée? Oui, une capsule scellée. Elle était sur le bureau, comme ça. Mais ça s'est produit avec Uri Geller. Et alors... nous prenions bien soin de ne pas le laisser toucher, cette capsule. Mais il l'a recouverte de sa main, comme ceci, et quelqu'un d'autre, en fait. And someone else, in fact, wait a moment. Oh, attendez un peu. Quelqu'un a placé sa main là, et la main de Geller était par-dessus. Il a bougé comme ça, et tout d'un coup, la capsule a sautillé légèrement. Et à l'intérieur, le métal s'est brisé, et la moitié du métal a disparu. Nous l'avons cherché partout, et nous ne l'avons jamais trouvé. C'était du carbure. Alors bien qu'un tel événement ne prouve rien, je me suis dit qu'on pourrait peut-être le répéter. Alors j'ai pris d'autres morceaux de carbure, et je les ai placés dans ces capsules. J'ai scellé ces capsules avec de la résine, et alors j'ai mis ces capsules à l'intérieur d'une autre boîte, parce que cette fois, je voulais prendre davantage de précautions. Il y aurait 2 boîtes au lieu d'une, et alors je pouvais la présenter à un des enfants. Je le laisserais tenir cette boîte comme ceci, pas longtemps, pendant 1 minute ou 2. Et ce, alors que je les sens très actifs, lorsqu'ils viennent de produire un autre effet d'ordre psychokinétique. Eh bien, il y a de ces bouts de métal qui se sont volatilisés de l'intérieur de la capsule. Et je vais poursuivre ces expériences jusqu'à ce que j'ai acquis la certitude qu'il s'agit là d'un cas authentique de téléportation.
Cela ne s'est produit que 12 fois. Il faudra que je voie une trentaine ou même une quarantaine de cas avant que je croie à un tel phénomène. Mais je crois que c'est important parce que si un atome à l'intérieur du métal peut se déplacer, alors pourquoi pas quelque chose de plus gros? Il se peut que les mêmes procédés, les mêmes lois physiques soient en cause, je ne sais pas. Ça vaut la peine d'essayer. Comment travaillez-vous avec les gens qui plient le métal? D'abord et avant tout, nous devons éviter les professionnels et les illusionnistes, parce que ces choses ne surviennent pas lorsqu'on le veut et que par conséquent, quelqu'un pour lequel ce genre d'activité représente un gagne-pain et qui paraît à la télévision et réussit, n'est peut-être pas des plus scrupuleux dans sa façon de procéder et peut y aller de quelques trucs. Et je veux éviter cela. Strict in the way he handles this. He can do a little tricking maybe, and I don't want that. So I work with children. Alors, je travaille avec des enfants. D'accord, les enfants peuvent aussi nous jouer, mais au moins, je les précède toujours d'une étape et je peux prévoir ce qu'ils s'apprêtent à faire. Tout ce qu'un enfant attend, c'est que vous ayez le dos tourné et alors il s'empresse de plier le bout de métal. C'est très facile à éviter. Je me rends dans le foyer de ces enfants et j'essaie de bien connaître leur famille. Et alors, si l'enfant triche, il y aura au moins les parents qui seront d'accord avec moi sur le fait que l'équilibre de l'enfant est en cause. Nous ne voulons pas que l'enfant devienne une sorte de phénomène étrange. Et vous savez qu'on les appelle sorciers dans ce pays. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons que ce phénomène soit reconnu comme une faculté humaine, rare aujourd'hui, mais qu'il sera peut-être moins demain. Et alors, on doit penser à l'enfant en premier. Mais au moins, je veux voir comment il se comporte chez lui lorsque je passe 1 heure ou 2 en sa compagnie, en lui faisant faire des expériences plutôt ennuyeuses. La première chose à faire est d'habituer l'enfant à ne pas toucher, parce que ça ne sert à rien de faire des expériences de ce genre. La force de la main est là, il faut en tenir compte, et on ne peut avoir de rigueur expérimentale. Sur ces bouts de métal, nous avons fixé des jauges dont la résistance électrique varie lorsqu'on étire ou qu'on plie le métal. Ces jauges sont reliées par un circuit électronique à un polygraphe qui enregistre un signal si je plie le métal. Vous voyez? Et si je le plie dans l'autre sens? Nous y voilà. Eh bien, c'est un jouet splendide pour un enfant. Et je laisse l'enfant s'amuser, et cela lui plaît beaucoup. Et alors je lui dis, bien sûr, toi, tu devrais être capable de plier le métal sans le toucher. Oh, il ne me croit pas. Mais en fin de compte, avec un peu de chance, la plume va bouger. Et alors c'est le moment de vérité. Lorsque l'enfant réalise que bien que sa main ne touche pas le métal, il y a une force ou une tension dans le métal. Et alors il y prend intérêt. C'est difficile de ne pas s'y intéresser. Et ensuite, il va passer des heures à travailler avec moi. Les enfants semblent, oui, déclencher plus facilement des phénomènes psy parce qu'ils ne savent pas encore que c'est impossible. Mais ils ont moins... Ça ne veut pas dire qu'ils vivent plus de phénomènes parapsychologiques que les adultes. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont moins de problèmes à les exprimer puis à s'y adonner. Parce que les adultes, ils ont plus de difficultés à se livrer à ce sujet-là. Alors, il n'y a pas d'évidence expérimentale, donc constatée en laboratoire, à l'effet que les enfants, de façon significative, soient plus aptes que les adultes. Dans votre cas, qu'est-ce qui vous a fait passer de la psychologie à la parapsychologie, ou enfin aux zones frontières de la psychologie? Comme toujours, il y a plusieurs histoires qui s'ajoutent l'une à l'autre. Disons en gros qu'au cours de mes analyses avec mes patients, il m'était arrivé de constater certains phénomènes qui ne pouvaient pas être entièrement interprétés
par les explications ni freudiennes, ni jungiennes, ni psychologiques classiques. Ma femme aussi, ma femme qui est psychologue. Alors à partir d'un cas, nous avons approfondi et on s'est dit qu'étant donné le problème en question, on ne pouvait pas rester indifférent vis-à-vis de ce domaine inconnu et qu'il ne fallait pas faire comme beaucoup des collègues, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, et rejeter le fait. Je crois que la parapsychologie constitue un obstacle à une meilleure compréhension de ce qui relie la pensée au cerveau. Plusieurs de mes collègues ont pris position de façon très émotive contre la parapsychologie parce que les parapsychologues affirment que l'esprit, ou appelez-le comme vous voulez, peut influencer le monde extérieur à l'aide de certaines méthodes indépendantes du cerveau, indépendantes des énergies sensorielles de toutes sortes. Et bien sûr, dès que vous commencez à y croire, vous cessez de chercher une cause normale à ces phénomènes. Et je crois, en tant que psychologue et physiologiste, que nous sommes à la recherche du maillon manquant de cette chaîne qui relie ces phénomènes au cerveau humain. Par plusieurs de ces implications, je pense que la parapsychologie nous impose des limites. Pour plusieurs d'entre nous, cette façon de voir les choses constitue une sorte de mysticisme qui, en fait, bloque toute recherche. Cela nous semble plutôt une fermeture qu'une ouverture d'esprit. Je dirais que nous sommes plutôt au début d'une route et on ne sait pas très bien vers où cette route va nous conduire. Et je crois qu'il y a fondamentalement deux sortes de voies. Ou deux sortes d'hypothèses préalables. Les uns qui disent ce sont des conditions physiologiques matérielles. Donc, il faut étudier les conditions endocrines, la glycémie, des éléments de ce ordre, l'électroencéphalogramme, tout cela. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Mais alors, d'autres chercheurs, et j'aime bien ces autres chercheurs aussi, et je mets aussi mon pied de l'autre côté, vous voyez, parce que je ne sais pas très bien de quel côté il faut aller. Les autres disent, en fait, ce sont des lois tout à fait différentes. Les phénomènes psy apparaissent quand il y a un détachement d'un esprit, d'un corps astral, d'un corps éthérique, d'une âme. Moi, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Les Américains appelleraient ça mind par rapport à brain. Vous voyez ? Donc, quand il y a le détachement de quelque chose loin de la matière. Au début, j'étais tout à fait persuadé que cet aspect du mind était un peu délirant ou excessif. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'hypothèse qu'il faudrait prendre. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des cul-de-sac, ce sont des ouvertures extraordinaires.